Bonjour à tous, on va commencer d'ici quelques instants, le temps que tout le monde arrive. On vous demande de patienter un petit peu si vous voulez bien. Démarrer gentiment. Donc, je vous rappelle un petit peu la règle de la réunion. Donc là, on est sous le format webinaire. Donc, si vous souhaitez poser des questions, il faut utiliser le chat que vous avez dans les petits outils du Zoom là. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire. On fera des pauses régulièrement dans le déroulé pour justement qu'on puisse poser vos questions et y répondre. Donc, ce webinaire est consacré à la présentation du réseau Église ouverte, dont certaines petites cités de caractère sont déjà adhérents. L'idée, c'était de vous présenter cette démarche-là pour voir si ça peut intéresser quelques-uns d'entre vous. Donc, ce webinaire est présenté par donc Margot Rosio, qui est chargée de mission développement et communication pour le réseau Église ouverte France, et puis Pauline Pichot, que certains connaissent déjà, puisqu'elle est animatrice du réseau des petites cités de caractère de l'Orne Normandie, réseau sur lequel se déroule une collaboration avec le réseau Église ouverte, donc elle nous en parlera un peu plus tout à l'heure. Voilà, donc je vous propose de démarrer le webinaire, sachant qu'il est enregistré et qu'on pourra retrouver le replay à la fin de la réunion. Voilà. Eh bien, je laisse tout de suite la parole à Margot pour qu'elle puisse vous présenter ce réseau. Bonjour à tous, merci pour ce temps de parole. Donc, je vais vous présenter le réseau Église ouverte, ses origines et nos actions surtout aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si non, c'est pas moi qui ai la main pour passer le diapo. Si. Merci. Donc, le réseau, c'est un réseau européen d'églises ouvertes et accueillantes, si certains le connaissent déjà. Je vois dans la liste qu'il y a quelques membres du réseau qui sont présents aujourd'hui. Donc, notre association Église ouverte France est une association laïque de loi 1901 qui a été créée en 2014 suite à un premier colloque sur le devenir des églises qui a eu lieu à Arras. C'était un des tout premiers colloques en France sur la question du devenir des églises. Et aujourd'hui, presque tous les départements, diocèses, SAUE se posent cette question et organisent des colloques. On était récemment dans les Deux-Sèvres pour cette même thématique. Donc, le réseau européen est d'abord né en Belgique en 2007 par Mark Winen, le fondateur. Et il s'est agrandi avec la France et le Grand-Duché du Luxembourg en 2014. Et depuis, on a la Suède et les Pays-Bas qui nous ont rejoints. Donc aujourd'hui, on a 143 églises en France, dont la majorité dans le nord, dans les Hauts-de-France, puisqu'on a été créé, comme je venais de vous le dire, à Arras. Donc à l'époque, on s'appelait Église ouverte Nord de France. On a été lancé avec le département du Pas-de-Calais et on s'est progressivement étendu d'abord dans l'Orne, avec Verrières et Bélem, une petite cité de caractère qui ont été les deux premières à se lancer. Et puis également dans le Grand Est. Et progressivement, le Vaucluse, la Saône-et-Loire sont entrés également dans le réseau. Donc, Église ouverte Nord de France n'avait plus lieu d'exister. Donc, on est devenu Église ouverte France en 2023. Voilà, si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, les objectifs du réseau, on est d'abord là pour mettre en valeur le patrimoine religieux, le rendre accessible à tous
vous pouvez tout mettre, s'il vous plaît, le rendre accessible à tous, pour en faire la diffusion et sa promotion. Et tout ça permet de redonner à ce bâtiment du sens et de créer du lien au sein du village, au sein de la ville, entre les différents intervenants, puis avec la population locale et les visiteurs. Donc on a vraiment un objectif culturel, touristique et même social dans certains lieux. Donc voilà, on fait avancer. Donc notre objectif, c'est d'offrir aux équipes locales des outils professionnels. Donc vous connaissez peut-être ou pas notre carte touristique qui est éditée tous les ans, que vous retrouvez dans les églises du réseau, dans les offices du tourisme à proximité et auprès de nos partenaires. Donc cette carte reprend l'ensemble des églises du réseau. Cette année, on a fait un nouveau format avec une pochette où on a divisé les églises par département. Voilà, on a une carte par département dans la pochette. Et à l'intérieur de cette pochette, vous avez une carte qui représente les villes qui sont adhérentes au réseau, mais aussi les informations utiles pour le visiteur, l'adresse, les horaires d'ouverture surtout. Et puis, si vous avez ou pas un label, si vous êtes monument historique ou non, si vous êtes petite cité de caractère ou pas, c'est noté dans la carte touristique qui est éditée tous les ans au mois de janvier. Ensuite, on a cette bannière, église ouverte et accueillante. Donc, elle fait 1,20 m de hauteur. L'idée, c'est vraiment de marquer visuellement dans la cité que l'église est ouverte et accueillante et qu'il s'y passe quelque chose. Puisque, bon, surtout dans la moitié nord de la France, c'est pas acquis qu'une église est ouverte. Une église est plus fermée par peur de la sécurité ou d'autres. Il y a plein de raisons. Et donc, on n'a plus l'habitude d'avoir des églises ouvertes. Et donc, on oublie qu'il peut s'y passer des choses. Et donc là, on marque visuellement dans le territoire qu'elle est animée. Ensuite, on a la plaque façade qui est apposée sur l'église également, qui reprend le vocable de l'édifice, son nom, et ses horaires d'ouverture. Vous avez ensuite un QR code, mais on en parlera plus après, qui arrive sur notre site internet. Vous avez aussi des livres d'or adultes et enfants. Bon, le livre d'or adulte, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. On demande aux personnes leur origine, quand est-ce qu'ils sont passés, puis de laisser un petit commentaire. C'est intéressant puisqu'on voit dans des petites églises au fin fond de la campagne, par exemple dans le Pas-de-Calais, qu'il y a beaucoup de touristes étrangers qui vont sur des lieux qui ne sont pas forcément considérés comme touristiques. Donc il y a quand même un intérêt patrimonial et touristique fort qui ressort. Et surtout pour moi, le plus important de ce livre d'or, c'est les remerciements aux équipes, que ce soit les équipes communales, que ce soit pour la paroisse, que ce soit aussi et surtout pour les associations. Parce qu'on ne va pas souvent vous remercier pour l'entretien, l'ouverture de l'église, et c'est là où les visiteurs vont venir faire attention à ça. Et ensuite, vous avez un livre d'or enfant, où là, c'est du papier à dessin, où ça permet de laisser la parole à l'enfant dans l'édifice. Et bon, ils peuvent avoir une pensée pour un membre de leur famille, mais surtout, on va y retrouver des dessins de ce qu'ils ont sous les yeux. Ça peut être l'église, le vitrail, la statue. C'est toujours aussi enrichissant l'un l'autre de feuilleter ces pages. Donc voilà pour ces livres d'or. Ensuite, on a des outils d'interprétation. On a ce qu'on appelle le visiter une église pour les nuls. Voilà, c'est on l'a appelé comme ça pour la petite blague. À la base, c'était un dépliant qu'on a fait pour les enfants, pour qu'ils redécouvrent un peu l'église. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on nous le demandait beaucoup plus que ce qu'on distribuait, puisqu'il était utilisé beaucoup plus largement par les visiteurs. Donc, l'idée, c'est vraiment, je suis proche de l'église, voilà, je rentre, je découvre le porche, et j'ouvre encore le dépliant sans 3 volets. Et à l'intérieur, je découvre le différent mobilier qu'on peut y retrouver et leur signification, ce qui n'est plus forcément évident pour tous. Et on a accompagné ce petit visiter une église, un petit jeu découverte qu'on a appelé le bingo église ouverte. L'idée, c'est de proposer une visite active en famille de l'édifice. Donc, c'est tout simple. Hein. On a des saints, on a Saint-Nicolas, Sainte-Catherine, Sainte-Jeanne d'Arc. On a le mobilier, les fonds baptismaux, l'autel. On a aussi des éléments architecturaux, un chapiteau, un clocher, et j'en passe. Et l'idée, c'est que l'enfant puisse faire le tour de l'édifice en cherchant, voir s'il le retrouve ou pas dans l'église qu'il est en train de visiter. Voilà pour ces outils qu'on retrouve dans toutes les églises du réseau, que vous soyez dans le nord de la France ou dans le Vaucluse. Donc tout ça permet de créer une identité visuelle forte qui est reconnaissable
Donc, vous voyez sur quelques exemples, on voit la bannière église ouverte en évidence. On a des coins accueil, des coins enfants. Donc, voilà, on essaye aussi de bien, quand les gens adhèrent au réseau, de bien faire un distinguo entre le coin d'accueil paroissial avec les informations qui concernent la paroisse et un coin accueil église ouverte où là, on va retrouver tous les documents, tous les outils pour faire la promotion de l'édifice et puis le découvrir. Puis un petit coin enfant, un petit mobilier d'école ou autre, une petite chaise qu'on peut mettre dans un coin. Puis bah, voilà, ça donne tout de suite un aspect qu'on reconnaît dans chacune de nos églises, même si ça peut être agencé différemment. Voilà. Ensuite, cette communication unique et commune continue sur notre site internet. Alors, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à y faire un tour après ou dans le week-end. Donc, on a un site qui est commun à la Belgique, au Luxembourg, aux 5 entités présentes dans le réseau. Mais on a à l'intérieur des mini-sites qui mettent en valeur nos propres églises au plan national. Et chaque église du réseau a sa propre page sur notre site internet qu'on peut alimenter à volonté, j'ai envie de dire, selon vos besoins et selon vos envies. Donc, c'est toujours plus ou moins le même plan. Hein. Vous avez les informations importantes pour le visiteur, c'est qu'on retrouve sur la carte touristique, c'est les horaires, l'adresse, s'il y a un parking à proximité, s'il y a des toilettes. Voilà, le visiteur maintenant aime organiser sa visite en amont. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour faciliter sa visite. Ensuite, on retrouve un texte descriptif, parce que l'idée, c'est de donner envie aux personnes de se déplacer jusqu'à l'édifice, de le visiter. Et une fois qu'il est arrivé sur place, c'est qu'en flashant un QR code, il tombe sur cette page-là. C'est dans ce texte, maintenant, lui donner les premiers éléments de visite, qu'il puisse en 15 lignes comprendre l'histoire de l'édifice de manière synthétique, et aussi de lui donner envie à pousser sa visite plus loin, de faire le tour de la commune. Ce qui est très intéressant dans le cadre des petites cités de caractère, c'est vraiment de redonner, et puis nous dans des petits villages ruraux, de redonner vie à l'ensemble du village. Ensuite, on peut remettre tout ce qui est label qu'on met en dessous. Là, il n'y a que monument historique, mais on peut mettre petite cité de caractère. On a village patrimoine, on en a d'autres. Où on a une galerie vidéo et une galerie photo. Donc, quand vous adhérez au réseau, on met un pack de base, entre guillemets, de 5-6 photos en fonction de ce qu'on a, ce que vous nous envoyez. Puis ensuite, on l'alimente au fil de l'eau. Si vous avez un événement particulier avec une superbe photo que vous voulez faire afficher, voilà, on peut le mettre. Donc, c'est vraiment modulé. Ce site est là pour répondre à vos besoins. Si vous avez un changement de dernière minute pour les horaires d'ouverture ou quoi, on peut l'afficher. On a ensuite en dessous ce qu'on appelle, quand on descend encore en dessous de la page, les 6 éléments remarquables. C'est là aussi ce qui est intéressant. L'idée, c'est pas forcément de faire même si c'est très intéressant, de faire l'inventaire de tout ce qui est monument historique de votre édifice. De un, on n'aurait pas forcément la place de le faire là. Mais en général, un visiteur reste en moyenne 20 minutes. Donc, en 20 minutes, qu'est-ce que vous lui proposez de découvrir? Qu'est-ce qu'il doit retenir? Quel élément il doit avoir vu impérativement avant de ressortir de l'édifice? Et c'est là où on peut mettre forcément une statue qui n'a pas forcément de valeur historique ou dans l'histoire de l'art, mais elle a du sens pour la communauté, elle a du sens pour l'histoire du village, elle est arrivée là par telle famille, voilà. Elle a une histoire, cette statue, donc c'est ici qu'on peut l'afficher. Ensuite, ce site internet est géolocalisé. Donc, quand vous flashez le QR code, que vous êtes par exemple à Mortagne-au-Perche, à l'église Notre-Dame, vous pouvez flasher et voir qu'à Mortagne-au-Perche, vous avez aussi la chapelle Saint-François qui est adhérente au réseau. Donc, vous pouvez pousser, là, il y aller à pied. Mais vous pouvez voir aussi qu'il y a Logny-au-Perche à quelques kilomètres et vous pouvez là aller en voiture, visiter une autre église ouverte et accueillante à proximité. On fait aussi la promotion de vos événements. Dès que vous avez un événement, vous pouvez mettre sur notre site internet. Et là, on a différentes entrées pour tomber dessus. Vous pouvez aller sur notre site internet, sur votre page de l'église Saint-Martin, peu importe de où. Vous allez tomber sur l'événement, mais ou alors pour un visiteur lambda qui ne sait pas forcément où il veut aller, mais il veut aller voir un concert dans une église, il peut aller dans notre onglet événements et découvrir l'événement et là retomber sur votre événement personnel. Et ça marche de la même façon pour les circuits si vous êtes intégré à des circuits. Voilà pour le site internet. Donc, le principe d'église ouverte, c'est vraiment de vous accompagner dans l'ouverture et l'accueil de votre édifice.
Donc, c'est vraiment nous, on n'arrive pas non plus avec nos gros sabots, on sait faire et vous ne savez pas faire, on n'est pas là du tout pour ça. Au contraire, on est là pour valoriser ce qui existe déjà et peut-être pour donner quelques conseils à d'autres. Donc, les, les communes adhèrent à différentes étapes du projet au réseau Église ouverte. Certains adhèrent bien en amont, ils ont un projet de restauration de leur édifice. Ils sont en train de monter les dossiers de subvention. Et souvent maintenant, il y a une attention particulière qui est accordée si l'église est valorisée par la suite. Donc le fait d'adhérer à ce moment-là, ça permet de l'afficher dans le dossier de subvention et de montrer, bah voilà, moi j'ai besoin d'argent public pour restaurer mon église. Et derrière, j'ai tout un projet qui va être mis en place. Il y en a d'autres qui adhèrent pendant la restauration. Voilà, ils sont en train de restaurer l'église. Bah, qu'est-ce qu'on fait ensuite après? Donc, ils adhèrent à ce moment-là, puisqu'on a un projet un peu clé en main d'ouverture et de valorisation. Et ensuite, ben, soit l'église est déjà restaurée, ou soit elle n'a pas eu besoin d'être restaurée. L'église est déjà vivante, l'église est déjà dans un circuit de visite, ben, il faut le faire savoir, le faire connaître. Et là, c'est là où on arrive, nous, pour communiquer sur ce que vous faites. Donc, voilà, des fois, vous avez notre pack d'accueil que vous avez vu, hein, que toutes les églises ont. Mais ensuite, on peut aller plus loin en proposant d'autres dépliants personnalisés. Mais ou alors, vous avez déjà, comme c'est le cas ici, des dépliants qui sont déjà là. Bah, ce n'est pas la peine d'aller recréer des dépliants églises ouvertes. On est vraiment là pour valoriser ce que vous faites sur le terrain. Donc, on peut avancer si vous voulez. Bah, voilà. Là, c'est des exemples de dépliants qu'on a pu réaliser aux couleurs d'église ouverte. Donc, l'idée aussi, c'est outre la charte graphique, c'est surtout l'importance du logo. Le logo est reconnaissable. Ça marque une identité et il commence à être, il est connu. Certains le voient vraiment comme un label également, même si on n'est pas un label, on est un réseau, on est une association. Et comme je vous l'ai dit au début, on a été créé en Belgique et on a beaucoup de visiteurs belges, néerlandais qui visitent la France. Hein, ça, c'est pas nouveau. Et eux, ils connaissent le réseau et ils le voient comme un gage de qualité. Ils savent que l'église va être ouverte, qu'ils vont avoir des outils à leur disposition pour pouvoir le visiter. Et donc, ils utilisent souvent la carte brochure du réseau pour visiter les églises en France. On a beaucoup de retours des membres qui nous disent que voilà, des visiteurs étrangers sont venus parce qu'ils ont vu cette carte touristique et le fait du loco fonctionne. Donc, même si vous n'avez pas forcément besoin d'un dépliant aux chartes graphiques église ouverte, mettez le logo sur toutes vos communications quand vous êtes membre du réseau. Voilà, on peut passer. Donc, on est là pour vous accompagner dans la valorisation de l'édifice et la promotion de vos animations. Donc, on a plusieurs temps forts au sein du réseau. On a la Nuit des Églises qui est à cheval sur la dernière semaine de juin et la première semaine de juillet. Donc là, c'est un événement cultuel et culturel pour faire rayonner les églises en France. Et ça ouvre souvent la saison estivale. Et ce que je trouve génial, c'est que les membres du réseau ont vraiment pris conscience de l'importance de cet événement, puisqu'ils vont faire un effort supplémentaire à un événement particulier où ils vont nous demander une exposition pour la Nuit des Églises et ils vont la continuer durant le mois de juillet, même le mois d'août. Voilà, ça ouvre vraiment leur saison estivale et ça coule durant l'été ensuite. Et on vient clôturer cette saison estivale avec les Journées européennes du patrimoine. Donc, ce qu'on conseille, nous, à nos membres, c'est parce qu'on a beaucoup de membres qui, des fois, pas tous, hein, sont déçus de l'investissement qu'ils mettent pour les Journées du patrimoine au mois de septembre, puisque c'est ancré dans nos mentalités. Hein, en mode troisième week-end de septembre, on va tous faire nos visites. On se bat tous pour avoir nos édifices ouverts. Mais donc, en fait, les églises, ce n'est pas les premiers monuments visités à cette période. Donc, des membres montent une expo pendant des semaines, des mois pour ce week-end et au final, ils n'ont pas autant de retours qu'ils l'auraient espéré. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux s'appuyer plus sur la Nuit des Églises pour de gros événements, mais quand même s'inscrire dans les Journées du patrimoine avec une ouverture et peut-être un programme plus léger. Ensuite, bon, si vous êtes, je sais que les petites cités de caractère sont aussi partenaires des Journées européennes des métiers d'art. Bah voilà, si vous faites des événements dans ce cadre-là, nous, on peut le valoriser derrière sur notre site internet. On a des newsletters qui sont envoyés, on a différents types de newsletters. On a des newsletters envoyés aux journalistes régulièrement quand vous avez des événements ou quand nous, on a une actualité.
on a des lettres d'information spéciales qui sont envoyées aux journalistes pour comme ça, après, voilà, ils piochent ou ils prennent pas. Hein, là, nous, on n'a pas la main dessus, mais on essaye de faire ce travail-là. Ensuite, on a des lettres d'information à nos membres du réseau. On les informe par exemple, attention, c'est bientôt la nuit des églises, il faut penser à s'inscrire telle date, il faut penser à ci, ça. Ou alors là, c'est l'actualité, il y a l'ouverture des dossiers pour le prix Sésame. Donc, nos membres sont tout à fait dans les clous pour candidater. Donc, on leur envoie ce type d'informations. Voilà, on essaye de faire vivre le réseau et d'accompagner les membres dans n'importe quel sujet avec des informations descendantes. Et ensuite, on a une lettre d'information générale où là, tout le monde peut s'inscrire. Et vous recevez tous les 3 mois l'avis du réseau. Voilà, ce qui se passe au niveau de notre association, mais aussi dans les églises du réseau. On est également présent sur les réseaux sociaux pour faire vivre le réseau, faire vivre la promotion de vos événements et de vos églises. Voilà pour cet accompagnement dans un premier temps. Et le retour qu'on a des membres du réseau, c'est qu'ils se sentent plus seuls. On propose des journées réseau, des temps de formation aussi. Donc, ces temps de formation, c'est pareil, on n'arrive pas avec nos gros sabots pour vous dire voilà comment on fait sur la sécurité, la conservation. Voilà, on a différentes thématiques. Hein. Sécurité, c'est celle qui revient, qui est souvent demandée. On a la conservation, on a aussi l'accueil et on a aussi la communication qu'on fait parfois. Donc, ces formations, on les assure toujours avec des professionnels, donc souvent avec les conservateurs du département, les commissions d'art sacré et d'autres intervenants en fonction des thématiques. On a les temps de journée réseau qu'on a revus complètement cette année et qu'on va lancer plus l'année prochaine. Donc, on a organisé la première dans une petite cité de caractère, sans le faire esprit ou pas, je ne sais pas. C'était Servane Desmoulins, la vice-présidente, qui a lancé l'initiative au SAP en Auge. Donc, l'idée, c'est de faire rencontrer les membres du réseau. Voilà, dans l'Orne, on a 14 membres. On a invité les 14 membres au SAP. C'est l'équipe sur place qui s'est chargée d'organiser 2 visites de 2 autres églises qui ne sont pas forcément ouvertes, puisqu'on part du principe que si vous êtes adhérent des églises ouvertes, vous êtes pas mordu, mais presque de patrimoine religieux. Donc, découvrir ce qui se fait ailleurs, ça vous intéresse. Et c'est toujours bien d'aller rencontrer d'autres personnes. Donc, voilà, au SAP en Auge, ils ont été visiter 2 autres églises. Et ensuite, ils se sont retrouvés pour un petit goûter, puis pour échanger sur des thématiques. Nous, on n'est pas arrivé avec une thématique sur laquelle on va échanger, puisque il faut aussi que ça vienne de vous. Votre réalité n'est pas forcément la réalité de tout le monde, et il est bien de pouvoir vous donner la parole et de pouvoir échanger sur ce qui vous préoccupe. Ce n'est pas forcément des sujets qui vont nous sauter aux yeux à nous tout de suite. Donc voilà, et on en a fait une derrière à Aspres dans le Nord. Et donc, on en fera beaucoup plus régulièrement en 2025, un peu plus éparpillé dans le territoire. Ensuite, on a également une boîte à outils sur notre site internet. Donc, quand vous êtes adhérent au réseau, on vous donne un code d'accès. Et là, on vous met toutes nos ressources. Ça peut aller, voilà, quand on fait une formation, on distribue des documents ou autres, et on va les mettre dans la boîte à outils pour que d'autres, si vous n'avez pas pu assister à la formation, vous pouvez quand même avoir accès à cette ressource. On a toute une série d'expositions qu'on vous propose de découvrir sur notre boîte à outils. Tout ce qui est contact utile, ça peut être des conservateurs ou aux sociétés. On a des personnes qui nous demandent, je ne sais pas où trouver une sono, je ne sais pas trouver un contact pour un concert ou quoi. Voilà, quand il y a des membres du réseau qui nous ont dit on a fait appel à telle personne, on le met dans cette boîte à outils puisque ça peut servir à d'autres. Et donc voilà, c'est vraiment un lieu de ressources qu'on essaye de créer pour vous. Et la dernière petite nouveauté qui va apparaître, c'est le Frama Group. On a créé un groupe de discussion entre membres du réseau. L'idée, c'est que vous avez une adresse unique qu'on vous communique et vous pouvez, en envoyant un mail à cette adresse, contacter directement tous les membres de notre réseau qui pourront ou pas vous répondre. Et voilà, si vous avez une question, vous pouvez l'envoyer sur ce groupe de discussion. Si vous avez une information à faire partager, un événement, une actualité, vous pouvez passer par ce groupe de discussion. Donc, on l'a lancé il y a un mois et on est ravis de voir que les membres se prêtent au jeu. Donc, ils échangent, ils parlent entre eux et c'est génial. c'est faire réseau tout simplement. Ensuite, on peut avancer s'il vous plaît. Donc, on est aussi force de proposition et de soutien. Donc, il y a des idées qui viennent de nous, mais il y a aussi des idées qui viennent de vous. On travaille ensemble. Donc, comme idée qu'on a lancée un peu comme une bouteille à la mer et on voit si ça prend ou ça ne prend pas,
c'est les apéros patrimoniaux. L'idée, c'est pas de faire un marché dans l'église, loin de là. L'idée, c'est encore une fois, de faire réseau localement. C'est d'inviter la population locale à venir visiter l'église et ensuite d'inviter 2-3 producteurs locaux à venir faire une dégustation de leurs produits. Bon, après, c'est une petite vente qui se fait, c'est du bonus pour eux. Mais c'est surtout voilà, de marcher avec les acteurs du territoire, les acteurs locaux. Et donc, il y a des personnes qui vont venir parce que c'est un peu décalé comme proposition, c'est pas encore très courant. Et donc, les gens aiment bien, voilà, les marchés de terroir, ça marche bien. Donc, c'est allié visite et découverte. Ensuite, on peut proposer des circuits. Donc, on en a 2 que je vous ai mis. On a toute une série d'expositions qu'on vous propose clé en main. Donc, vous avez la liste des expositions. Ces expositions sont gratuites pour les membres de notre réseau. Les plus générales sont en double exemplaire, donc elles peuvent être à 2 endroits à la fois. Et voilà, c'est vraiment à votre disposition. C'est pour avoir une exposition clé en main gratuite et prête à accrocher sur les grilles. On peut avancer. Donc, on est là pour vous accompagner dans votre projet et on essaye de s'entourer de partenaires fiables et forts. Donc, en 2023, notre réseau a été récompensé par la Fondation Stéphane Bern pour l'histoire et le patrimoine pour notre action. Donc, ça a été une vraie reconnaissance pour nous. Ça a aussi été un coup de pouce supplémentaire pour nous dire qu'il est temps de passer à l'Église ouverte France. Et donc, voilà, le fait, outre qu'on est très fiers que notre président de l'époque, Michel Tilly, soit sur la photo aux côtés de Stéphane Bern, c'est vraiment une reconnaissance aussi pour les bénévoles locaux de voir que leur action sur cette question de la sauvegarde des églises est valorisée sur le plan national. Et cette année, on a été récompensé par la Fondation du patrimoine pour le prix Sésame, pour la même chose, pour notre action. Voilà pour ce que je pouvais vous dire pour vous présenter notre réseau dans un premier temps. Merci Margot. Je ne vois pas de questions pour l'instant dans le chat, donc j'imagine que tout est clair pour l'instant. S'il y en a d'autres au cours du webinaire, on refera une petite pause. Je propose du coup qu'on passe au cas concret de l'initiative de l'Orne Normandie, enfin plutôt l'Orne d'ailleurs. Pauline, je te laisse présenter. Oui, pas de souci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Pour ma part, je suis Pauline Pichot, je travaille dans le département de l'Orne et je m'occupe du réseau Petits et Caractères Orne et Normandie. Le partenariat Église ouverte et Petits et Caractères d'Orne est à quelques années maintenant. Il a été mené par le coordinateur du réseau départemental PCC et par Servane des Boulins. C'est parti d'un premier constat. Ce qui a été expliqué, c'est que l'église est souvent le seul monument visitable ou parmi les premiers dans les petites communes, dont font partie les petits caractères. Et il y a toujours une spécificité au niveau du patrimoine religieux qui suppose une médiation un peu plus adaptée. Ça, Margot nous l'a bien présenté via le petit fascicule. On a aussi repéré qu'il y avait une sorte de démarche similaire entre les deux associations. Donc, tout bonnement une mise en tourisme et une co-construction avec la population locale. Donc toujours un intérêt avec les habitants et les élus pour travailler sur la valorisation patrimoniale, donc soit de manière plus large, soit en cas d'église ouverte sur le patrimoine religieux. Et bien sûr, une démarche qui est clairement liée aux droits culturels et une volonté d'accessibilité pour tous. Donc l'ouverture avec une ouverture gratuite. Église ouverte nous l'a très bien montré, mais les petits caractères en faut tout autant avec des matériaux à disposition pour visiter et apprendre davantage sur le patrimoine local des communes. Et il y a également un accompagnement technique des adhérents. Donc chaque réseau, que ce soit Église ouverte ou petits caractères, avait la chance d'avoir des techniciens pour les accompagner dans les projets de valorisation, de conservation, dans la protection du patrimoine local. Donc c'est vraiment un point qui fait sens et qui regroupait les deux réseaux et qui était à l'origine notamment du partenariat. Et bien sûr, tout ce qui est création de matériel, de médiation, de communication. Donc là, on se retrouve aussi sur ce volet-là. Et autre point fondamental, c'est le fonctionnement en réseau. Donc là, clairement, les deux associations se sont retrouvées sur ce point commun, et ce qui a permis vraiment d'avoir un bon match entre les deux.
Alors corrige-moi Margot si je me trompe, mais il me semble que la première église de Petite et Caractère, donc c'est Bélem, et qui est entrée en 2019. Donc ce qui a été un petit peu l'élément déclencheur également. Donc Bélem a été précurseur dans cette thématique. Tu peux passer à la bonne diapo suivante, s'il te plaît. Donc là, merci Valérie. Donc là, je vous ai présenté une petite carte du réseau actuel. Donc jusqu'à présent, nous avons 7, bientôt 8, j'ai appris tout récemment, une 8e commune qui souhaite mettre en évidence son patrimoine religieux et son ouverture. Donc nous avons l'église de Domfront, l'église Saint-Julien, l'église de Notre-Dame à Écouché, l'église Saint-Pierre au Sap, l'église Saint-Martin à Longny-au-Perche, l'église Notre-Dame et la chapelle Saint-François à Mortagne-au-Perche, l'église Saint-Sauveur à Bélem et l'église Saint-Sénéry à Saint-Sénéry. Voilà, donc je vous ai numéroté les différentes églises pour que vous puissiez les repérer sur la carte. Donc on a encore de quoi travailler et pourquoi pas envisager l'ensemble des églises du réseau Petite Cité Caractère à entrer dans le réseau Église ouverte. Tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc concrètement, comment ce partenariat fonctionne entre les deux associations? Donc, en ce qui concerne l'association Petite et Caractère de l'Orne, il y a tout d'abord une prise en charge financière d'une partie de l'adhésion lors de la première année d'entrée des communes membres ou de l'église membre Église ouverte. C'est-à-dire que le droit d'entrée pour l'église ouverte comprend l'adhésion plus le matériel, notamment la bannière et la plaque. Donc, Petite Cité Caractère de l'Orne prend en charge une partie de cette adhésion pour chaque Petite Cité Caractère. Ça permet de faciliter et voire d'inciter un petit peu plus les communes à vouloir entrer dans ce réseau. Du côté purement association PCC Orne, on fait également des commandes régulières de dépliants de visite et qu'on distribue dans le réseau, notamment au réseau membre de l'association Église ouverte. Du côté d'Église ouverte, il y a un appui technique, notamment sur la partie conservation et valorisation des églises, ce qui peut amener à faire des journées techniques, des ateliers. On a vraiment de ce côté-là un réel appui de l'association. Et bien entendu, du matériel de communication pour toutes les églises du réseau et faisant partie du réseau Petite Cité Caractère. On a eu du coup récemment 2 actions en commun sur 2 ans, je crois. L'année dernière ou il y a 2 ans, nous avons mené un atelier sur le droit des affectataires qui a été présentée par Savane Desmoulins. Donc concrètement, elle nous a présenté ce qu'était un affectataire dans le cadre d'une église et notamment géré par la commune. Et bien entendu, les droits et devoirs de cet affectataire. Donc l'affectataire, c'est celui qui s'occupe de l'église et notamment une église qui est gérée par les communes. Donc ça a été un réel atout pour pouvoir présenter un petit peu la manière de pouvoir faire vivre cet élément patrimonial au sein de la commune, comment tout ce qui concernait le droit, l'aspect juridique, tout a été abordé sur ce temps dédié, ce qui a permis d'échanger, que les communes qui se posaient des questions, qui avaient à leur charge un patrimoine religieux et qui souhaitaient l'ouvrir ou le mettre avec un affectateur, ont permis de traver la question et de poser les premiers éléments pour pouvoir mener à bien ce projet sur la présence d'affectataires. La petite nouveauté pour ce travail en commun, c'est on parlait tout à l'heure de dépliants avec les 6 éléments remarquables. Petite Cité Caractère, de son côté, a également ce matériel de communication autour de la découverte de l'édifice. Il nous est venu l'idée de présenter, de mettre à jour et de présenter des parcours de découverte à l'intérieur de ces éléments, de ces édifices. Donc, on a souhaité mettre en avant 2 premières communes, Saint-Sénéry et Couché. Et concrètement, cette écriture sera entièrement refondée, chartée Petite Cité de Caractère. Donc en fait, on va faire une sorte de mélange entre le parcours de 6 éléments remarquables Église ouverte et la partie découverte de l'édifice de Petite Cité de Caractère.
La partie un petit peu innovante, c'est que l'un des documents qui sera dédié à Saint-Céneri notamment sera écrit en FALC, donc c'est-à-dire en facile à lire et à comprendre, pour rendre le document accessible aux personnes en situation de handicap mental et ou intellectuel pour des enfants ou des personnes parlant peu le français. On a remarqué que la plupart des éléments de visite peuvent être parfois plus complexes à prendre en compte et on s'était dit pour une première, ça peut être intéressant de travailler sur cet élément qui sera ouvert, gratuit et permettant d'avoir de rendre tous les éléments de présentation accessibles sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un premier essai, on est en cours d'écriture. Donc là, je vous ai mis 3 éléments, un petit rappel de ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est le petit parcours, 6 éléments remarquables que vous avez en haut à droite du diaporama. En dessous, un exemplaire du parcours de visite d'un édifice de petit caractère. Donc l'idée, c'est de faire, comme je vous le disais, un mélange des deux. Et sur votre gauche, vous avez un FALC du château de Versailles. C'est pour vous expliquer un petit peu en quoi consisterait un FALC. Donc concrètement, un FALC, pour vous expliquer son contenu, c'est un document qui reprend les éléments d'un document classique de visite ou d'autres éléments explicatifs, mais il est mené d'une certaine manière pour faciliter la compréhension. Concrètement, une idée correspond à une phrase. On ne fait pas un long texte avec des longues phrases ou des mots un peu compliqués, on simplifie au maximum pour pouvoir faciliter la compréhension. Donc là, comme vous le voyez, vous avez un petit texte explicatif, c'est écrit en assez gros, une idée, une phrase. Dès qu'on a fini notre phrase, on passe à la phrase suivante, on fait vraiment une distinction pour faciliter la compréhension notamment pour d'autres difficultés de lecture, de compréhension, de concentration ou autre. Tout sera lié forcément sur cet aspect-là. On privilégie des listes, on privilégie des petites explications de vocabulaire si besoin, parce que dans les visites, on peut être amené à expliquer un vocabulaire, on ne peut pas toujours le simplifier, parce que ça fait aussi partie du contexte d'écriture et d'explications. Donc, on appose aussi des définitions simplifiées de chaque élément qui sont nécessaires. Donc, voilà pour cet aspect-là. Donc, ce projet est en cours d'écriture. On espère le finaliser pour l'année prochaine, mais c'est une première du coup sur le réseau Petit CT de caractère. On espère pouvoir vous le présenter incessamment sous peu. Voilà. Merci Pauline. On va faire une petite pause question parce qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées, peut-être plus pour Margot d'ailleurs. Alors la première, c'est est-ce que ce dispositif Église ouverte peut aussi concerner les temples et pas uniquement les églises? Alors, ça serait une première en France dans notre réseau, mais cela se fait dans le réseau en Belgique. Et on avait eu des contacts avec une église, un temple, excusez-moi, du coup, lapsus, quand on n'a pas eu l'habitude. Mais on a déjà eu des contacts, ça s'est pas fait, voilà, parce que quand une personne nous contacte, ils n'adhèrent pas forcément tout de suite au réseau, ou voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais il n'y avait pas de nom de notre part catégorique, au contraire. Alors une autre question d'une personne qui demande si vous connaissez aussi le dispositif Un jour, une église dans l'Aube et dans les départements voisins. Et Oui, comment du coup ça peut se correspondre? on va travailler justement sur pas un partenariat, mais on aimerait bien justement se rapprocher de cette initiative qu'on trouve justement géniale, parce on est poussé par le syndicat du Der. On est présent au lac du Der. On a 5 églises autour à Rive d'Hervoise, Montier-en-Der, et donc c'est juste voisin de l'Aube. Et on a des églises qui sont frontalières de ces deux départements qui sont concernés par ces deux dispositifs. Donc, on en avait rencontré une en début d'année. Et voilà, ça suit son cours, mais c'est un très beau projet. Alors, une autre question, comment cela se passe avec le clergé affectataire? Alors, il y a une législation en France, hein, on a un cas particulier, on a la loi 1905, donc nous, on travaille dans le respect de cette loi. Donc, c'est pour ça quand une commune adhère au réseau, après, on a 3 cas de figure. On a une grosse partie, c'est les communes qui adhèrent directement au réseau. On a une autre partie, c'est les associations. Et on a une autre partie aussi, c'est les paroisses. C'est en fonction de qui prend
en charge le projet, qui prend à cœur le projet. Ou alors des fois, on a des moitié-moitié entre les deux entités. Mais dans tous les cas, que ce soit commune, paroisse ou association cadre, quand ils remplissent le dossier d'inscription, on leur fait signer une charte d'engagement, puisque dans la loi, c'est le curé qui doit donner son mot pour l'ouverture ou non de l'édifice. Donc voilà, après, ça se passe, s'il y a une bonne entente, chacun, même s'il y a les droits et devoirs de chacun, d'où l'information, le petit temps que Pauline avait proposé l'année dernière dans le département de l'Orne. Ça se passe relativement bien, c'est juste que voilà, chacun a sa place et il faut respecter chacun. Une autre question, mais qui rejoint un petit peu la réponse de maintenant. L'association Église ouverte et accueillante travaille avec Petit C de caractère avec les communes ou avec les paroisses. Donc, on a compris, voilà, à peu près que c'était avec celui qui souhaitait adhérer, que c'était pas forcément la commune. Non. Bah après, voilà, la commune, si c'est l'association qui porte le projet ou la paroisse, la commune doit être associée, doit être au courant, doit pouvoir quand même donner son accord de principe, quoi. C'est pas, il faut, en fait, le but aussi d'Église ouverte et ce qui fait sa force, c'est qu'on a un peu un trait d'union entre ces trois entités qui travaillent dans le même but. Ils ont tous l'envie de valoriser ce patrimoine, ils ont tous le souci de ce patrimoine. Et bah, nous, comme on est indépendant, on est neutre entre guillemets, donc ça on permet de travailler avec les trois entités en même temps, et ça amène souvent, quand on arrive à avoir tout le monde autour de la table, à de très beaux projets. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent, mais je pense que les réponses vont être données dans la suite du webinaire. J'en laisse juste une. En fait, il y avait une question aussi sur le croisement de la charte graphique PCC et Église ouverte. Donc, Pauline en a en partie répondu et vous l'avez fait aussi, Margot, tout à l'heure. C'est qu'en fait, il y a effectivement deux chartes graphiques sur les deux réseaux. Mais là encore, en fait, ça s'adapte en fonction déjà de l'existence. Il y a déjà un dépliant, vous l'avez dit tout à l'heure, Margot, il n'est pas question de le rechanger. Voilà, on s'adapte. De même que Petit C de caractère peut décider de faire sa charte graphique avec un dépliant à l'édifice. Donc tout ça, en fait, ça s'étudie au cas par cas. Il n'y a pas d'obligation de l'un ou de l'autre réseau. Alors les autres questions, on va peut-être les laisser de côté, je les reprendrai tout à l'heure. Peut-être juste si une question ou remarque, le clergé est souvent frileux sur les animations dans l'église, parfois interdit, comment fait-on? Alors là, ça dépend. Bon, il y a aussi beaucoup de questions de personnalité qui rentrent en compte, hein, comme dans n'importe quel lieu, comme dans n'importe quel travail. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir la mode et aux usages compatibles. Aujourd'hui, on ne peut pas vouer l'Église au seul temps cultuel, puisque voilà, les paroisses maintenant sont immenses, le clergé se raréfie. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et donc, des usages compatibles, on peut, j'ai presque envie de dire tout imaginer, mais du moment qu'on respecte tout le monde. Et c'est ça l'intérêt aussi, de pouvoir mettre tout le monde autour de la même table. J'ai un cas très concret où je voulais faire un escape game dans une église. Et j'ai été voir le responsable, le curé, il m'a dit: ah non, Margot, je veux pas d'escape game. Je fais: oui, mais je veux pas faire un escape game comme on fait dans une salle de jeu ou autre. C'était un jeu découverte. Mais des fois, c'est juste le nom des choses qui peuvent poser problème, alors qu'il y a un jeu découverte, voilà, en posant des questions. Il n'y a rien de mal, c'est tout à fait possible, mais voilà, il faut juste ouvrir le débat et parler directement avec la personne. Après, évidemment, ils avaient toujours il faut toujours soit demander, quand vous faites un événement, l'accord, ça dépend des départements, soit l'accord directement au curé affectataire, ou soit, par exemple, dans certains diocèses, il faut remplir un document de demande de manifestation culturelle à envoyer à la commission d'art sacré du diocèse. Donc ça dépend, c'est au cas par cas en fonction des départements. Là. J'espère avoir répondu à cette question. Autre question, la formation sur la conservation concernait la conservation du bâtiment ou des objets. Donc, c'est la première question. Et la deuxième, comment se fait le travail avec les conservations départementales ou avec les CAOA? Eh ben, justement, c'est soit l'un ou l'autre, soit l'un et l'autre pour ces formations. Et ces formations sont animées justement avec le CAOA local ou le CDAOA local. On le fait main dans la main. Parfait. Alors, je vous propose de continuer le webinaire qui répondra en partie aux questions qu'on avait
en suspens. Et puis, si vous avez encore des questions, on y répondra bien sûr à la suite. Donc, Margot, je vous laisse représenter la démarche justement pour une commune ou une association qui souhaiterait s'inscrire dans cette démarche. C'est ça. Donc, j'ai commencé par un « et si c'était vous ?» en mettant un petit pêle-mêle de nos 13 églises labellisées petites cités, appartenant à des communes labellisées petites cités de caractère. Donc, j'ai vu qu'il y avait, par exemple, il y avait Madame Lalaonis qui est présente, et donc il y a Logny au Perche. J'ai vu aussi qu'il y a Saint-Miel, donc on a les 2 églises de Saint-Miel en bas. Donc, la différence entre petite cité de caractère et église ouverte, c'est que quand une commune adhère, elle adhère pas pour la commune, elle adhère par édifice. Donc, c'est pour ça que, par exemple, pour Saint-Miel, c'est 2 adhésions différentes, même si c'est porté par la même entité. Donc après, bon, voilà, vous avez le SAP, je pourrais vous les citer, mais je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu les différentes églises du réseau qu'on avait. On peut passer à la suivante si ça ne vous dérange pas. Donc pour nous, ouvrir son église, c'est tout d'abord, certaines personnes restent qu'à ce stade-là, certaines équipes, juste les accompagner dans l'ouverture. Donc, et pour nous, l'ouvrir cette église, c'est accueillir le visiteur, et ça, c'est vraiment des choses toutes simples. Ça peut être prévoir un coin accueil. Bon, là, j'étais fort avec cette première photo où là, on a enlevé toutes les chaises pour vraiment créer un grand espace d'accueil. Mais on ne peut pas faire ça tout le temps. Ça peut être qu'à des occasions particulières. Mais rien qu'enlever 2-3 rangées de bancs ou de chaises à l'entrée de votre édifice, essayez, ça change déjà tout comme au niveau accueil. Parce que combien de fois vous rentrez dans un édifice et vous butez à ces rangées de chaises ou à ce coin accueil un peu fouillis. Nous, on est là pour dire, pensez à regarder que l'affiche du concert ou l'affiche de la neuvaine, elle est passée il y a 6 mois, elle n'a plus lieu d'être. Voilà, c'est vraiment d'être vigilant, attentif. C'est pas des choses énormes à mettre en place, c'est juste être vigilant. Ensuite, c'est penser à mettre des fleurs fraîches, parce que des fleurs fraîches, ça veut dire que l'édifice est vivant, que quelqu'un vient régulièrement arroser ses plantes, enlever les fleurs fanées. Voilà, ça veut dire que l'édifice vit. Bon, pensez à un petit coin avec des cierges. On a un coin accueil. Voilà, pour un événement, un membre avait mis plein de ballons dans son église. Ouvrir son église, voilà, c'est proposer des temps d'animation spécifiques. Donc là, par exemple, les jeunes filles qui dansent, c'était l'école de danse du village qui a fait son spectacle de fin d'année à l'occasion de la nuit des églises. Donc, il y avait un temps de lecture et un temps de danse, de spectacle. Et donc, quand vous faites venir l'école de danse du village, vous avez toute la famille des danseuses qui viennent, et votre église, elle est pleine très rapidement. Bon, c'est des expositions. Là, il y avait un concours de dessin ouvert de 4 à 84 ans. Donc, ils s'étaient exposés. Ils ont un arbre remarquable à l'entrée de l'édifice. Donc, ils ont fait le lien entre patrimoine naturel et patrimoine religieux. Donc voilà, ça montre que votre église, elle est vivante, qu'il va s'y passer quelque chose. Et mine de rien, tout ça, ça vous sécurise votre église. Parce que ça, c'est une des premières fausses bonnes réponses qu'on me donne quand je dis on ouvre l'église. Ah non, mais j'ai peur qu'on vole mon église, j'ai peur qu'on me vole ci, qu'on abîme ci, ça, là. Et en fait, non, une église ouverte, c'est prouvé. Une église ouverte est une église plus en sécurité, puisqu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut passer. Puis vous êtes vigilant, rien que vous allez passer, ouvrir et fermer la porte, donc vous allez faire un tour. Et même au niveau de l'entretien, vous allez voir beaucoup plus rapidement si vous avez une fuite ou un désordre quelconque à un endroit, et vous allez pouvoir intervenir plus rapidement plutôt qu'attendre que ça se dégrade. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a des messes certains, ils ont une messe par an, et donc si l'église est ouverte qu'à cette période-là, son état se dégrade beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ouvrir son église, voilà, c'est accueillir le visiteur, mais c'est aussi sauvegarder le bâtiment et le sécuriser. Voilà, du coup, on peut passer à la question qui fâche, qui était juste après, le coût d'adhésion au réseau. Donc, voilà, vous avez un petit tableau. Donc, l'adhésion classique, quand vous adhérez au réseau, c'est 350 € la première année. Première année, puisqu'on vous fournit tout le matériel de communication que je vous ai présenté maintenant il y a un bon 3/4 d'heure. La bannière, la plaque, les livres d'heures et compagnie. On crée ensemble vos outils. Donc, par exemple, le texte, nous, on va rédiger les textes pour avoir une ligne éditoriale qui est sur notre site internet. Mais on va le construire avec vous, puisque c'est vous qui connaissez votre édifice. Donc, on va vous faire des propositions, c'est des allers-retours. On va mettre là en ligne les photos et compagnie. Donc, vous avez ce prix de la première année. Et la seconde année, c'est du renouvellement. C'est 160 €, puisqu'on vous renouvelle tous les ans les cartes touristiques,
Les bingo, visiter une église, on vous en redonne du stock tous les ans. Après, ça ne veut pas dire qu'on vient vous le déposer en début d'année. Si vous en avez besoin en fin d'année, voilà, on vous en refournit, il n'y a pas de souci. Si votre bannière s'est arrachée pour X ou Y raison, on vous la change. Votre livre d'or est plein ou il est abîmé ou je ne sais pas quoi, on le change. Vous avez accès à nos expositions gratuitement. Vous avez accès à notre boîte à outils. Voilà. Tout ce que je vous ai présenté vous donne, ce renouvellement vous donne accès à ça. Ensuite, on a la question des églises multiples qui reviennent souvent. Donc là, on s'est cassé la tête de nombreuses années pour essayer de répondre, puisque nous, on est une petite association. On ne récupère pas d'argent sur la... C'est pas ça qui fait fonctionner l'association. Notre association fonctionne avec des subventions et des dons. Votre cotisation, en fait, couvre vraiment ce que vous nous coûtez, entre guillemets. Donc là, on a essayé, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait proposer pour qu'on comprenne. On a une commune qui avait adhéré avec 4 églises. Donc la première église serait à 350 €, le tarif normal. L'église 2 et 3 peut être à 200 € et à 200 € la première année. Et donc, même principe, la première église, l'année 2, ça paye plein tarif, 160 €. L'église 2 et 3, c'est 100 €. Par contre, ce calcul-là ne marche pas avec l'église 4, où là, on retourne à 350 € et on recontinue ce cycle. On a aussi des églises en travaux qui adhèrent au réseau, puisqu'elles ont besoin de faire vivre leur souscription, elles ont besoin de faire vivre leur projet quand même. Donc, mais l'église n'est pas forcément ouverte toute l'année, ou elle n'est pas forcément... oui, j'en reviendrai juste après, du coup. Donc, l'adhésion, c'est 200 € la première année. Si elle est en cours de travaux, voilà, elle ne paye que 200 € et 50 € le renouvellement les années suivantes. Et on a une petite promo de fin d'année, mais bon, là, même pour vous, ça vaut plus le coup maintenant, mais c'est 200 € en fin d'année entre 1er octobre et 31 décembre, puisqu'il y a la période de l'Avent qui se met en place, donc il y a les crèches et tout à valoriser. D'où ce montant préférentiel de fin d'année, puisque vous n'avez pas bénéficié de notre offre toute l'année. Et l'année 2, ça revient normal, en renouvellement de 160 €. Donc voilà pour cette grille tarifaire. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, je suis prête à répondre. Donc, comment nous rejoindre? Ce qui est très, très important pour nous et ce qu'on va être très vigilant avec vous, c'est de bien définir la période d'ouverture. Alors, adhérer au réseau Église ouverte, ça ne veut pas dire que votre église est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On m'a déjà posé cette question-là. C'est d'être ouverte à la hauteur de vos moyens, de votre disponibilité. Donc, il faut quand même qu'elle soit ouverte de manière significative. Si vous me dites qu'elle est ouverte 2 après-midi dans l'année, voilà, ça n'a pas non plus de sens. Mais si vous me dites, je peux l'ouvrir que le week-end, juin, juillet, août, ça fonctionne. Si vous pouvez l'ouvrir que vous l'ouvrez tous les jours, toute l'année, ça fonctionne évidemment. Mais si vous l'ouvrez que autant en début d'année, la saison estivale et un petit peu au moment de la Toussaint, voilà, c'est ce qui fait souvent, ça marche. Vous n'êtes pas obligé d'être ouvert toujours. Vous pouvez même être ouvert que le vendredi, samedi, dimanche ou d'autres jours en fonction de votre réalité à vous. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut que vous composez une équipe ou travailler, surtout plus que composer une équipe, travailler en équipe. C'est pas très lourd ce qu'on demande, mais c'est quand même, voilà, ça demande d'être vigilant, ça demande d'avoir quelqu'un qui vienne ouvrir et fermer la porte quand c'est annoncé, parce que nous, on communique sur vos heures d'ouverture. Donc, on fait le point régulièrement avec vous pour voir ce qui est annoncé sur notre carte touristique, le site internet, tout sont toujours OK. Donc, voilà, c'est vraiment pouvoir se reposer sur une équipe. Si je ne peux pas venir ouvrir tel jour, un tel peut venir me remplacer ou pas. Ça peut arriver qu'une journée, exceptionnellement, personne ne peut venir, mais voilà. Ensuite, pratico-pratique, il faut remplir la fiche d'inscription et faire signer la charte d'engagement par le curé affectataire. C'est ce que j'avais précisé tout à l'heure. Donc, nous, c'est un dossier, c'est une simple fiche A3. C'est pas très lourd comme dossier, c'est vraiment les éléments bateau, l'adresse, les horaires d'ouverture, si vous faites partie d'autres labels, si vous êtes, pour l'accès pour le visiteur, si vous avez un parking des toilettes ou autre, si vous avez un carillon, voilà. Si vous êtes sur un chemin de pèlerinage également, c'est ce type d'informations qu'on demande et puis qui fait quoi au sein de votre équipe pour qu'on puisse contacter les bonnes personnes et pas embêter toutes les associations et toutes les personnes de la mairie. Ensuite, vous pouvez nous envoyer si vous avez de la documentation de l'édifice. Ça va nous aider à construire la page sur notre site internet. Sélectionner les 6 éléments remarquables. Vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire avec nous. Certains le font même en concertation avec les conservateurs locaux, donc ça, c'est très bien.
Envoyer des photos de bonne qualité pour le site internet, bon, ça c'est logique dans n'importe quel réseau. Et enfin, organiser un lancement officiel. Donc nous, on aime bien quand vous adhérez au réseau, derrière le faire savoir et faire une petite inauguration. Donc on invite les maires, le curé affectataire, l'association s'il y en a une, les habitants, puisque le but premier, c'est de faire redécouvrir ce bâtiment aux habitants. Et puis, inviter aussi les maires des alentours pour faire connaître l'initiative et pourquoi pas les inciter à nous rejoindre également. Parce que c'est toujours mieux qu'avec cette géolocalisation ou quoi, de pouvoir travailler avec un petit noyau d'église l'un à côté de l'autre. Donc, voilà pour la méthode pour nous rejoindre. Et ben voilà l'exemple d'un lancement officiel au Sapin-Noche. Donc, Madame la Laonis qui est présente, vous êtes au milieu de la photo. Voilà, avec Marie-Josée à côté, qui est notre présidente depuis le mois d'avril et qui est basée dans l'Orne, alors que mes bureaux, je suis basée à Arras. Voilà. Margot, alors quelques petites questions encore. Enfin, il y a deux remarques d'abord. Pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, donc une personne qui dit qu'elle a déjà organisé un escape game dans la cathédrale, qui met en valeur l'édifice et ses symboles dans un cadre d'évangélisation, suivi d'un apéro dans le cloître, et que c'était un super moment, voilà, de partage avec. Je veux bien le croire. Voilà, c'est génial. C'est tout ce que j'aimerais bien, ce qu'on veut voir tous. Une autre remarque donc, Oui. de notre collègue en Grand Est, là, Delphine, qui précise qu'en Grand Est, il y a cinq adhésions pardon, qui sont en cours. La commune de Marville, Saint-Miguel, Joinville, Bourmont et Vic-sur-Seille. Oui, elles sont déjà dans le réseau depuis Bourmont depuis l'année dernière et les autres depuis 2-3 ans. C'est ça. Alors, une question donc pour Beaulieu-les-Loges. Donc, la maire demande, donc elle dit, nous avons une église désacralisée qui sert de salle d'exposition, spectacle, vin d'honneur, brocante. Est-ce qu'elle peut être inclue dans le réseau? Oui, on a 2 églises qui sont désacralisées, qui sont dans le réseau. Une dans le Calvados et une, Montmédy, c'est la Meuse. Et une dernière Oui, petite remarque, il existe aussi une démarche de saison culturelle et un espace ressources pour les églises dans des communes situées sur les chemins de Compostelle. voilà. Le fait d'adhérer au réseau, ces églises qui sont sur ce chemin, ça permet de faire connaître aussi leur initiative. C'est donnant-donnant, en fait, ça marche dans les 2 sens. Une autre remarque qui vient d'arriver, donc pour Occitanie, Monsieur Le Floch, donc le président du réseau Occitanie, demande, enfin, il dit, je ne sais pas si le représentant de l'association Mato Grosso, propriétaire du prieuré d'Ambialé, est présent au webinaire, mais ils ont mis en service récemment un système d'ouverture-fermeture automatique de leur église. Ceci afin d'éviter de solliciter en permanence des personnes du village pour ouvrir et fermer cet édifice tous les jours, ce qui pourrait intéresser d'autres communes ou églises. C'est qui commence ça se fait pas de plus en plus, mais on commence à avoir ce genre de choses de présentes, effectivement. Et du coup, oui, Mato Grosso dit bien qu'ils sont présents. On a le cas sur Saint-Sénéry, donc il y a l'église, mais il y a aussi la chapelle qui, elle, a une ouverture automatique. Alors, je ne sais pas si la nuit, du coup, tout est bouclé par le système informatique, mais en tout cas, on doit appuyer sur un bouton pour pouvoir ouvrir la porte et inversement pour sortir. Donc, oui, je pense que ça peut être une bonne solution pour l'ouverture un peu plus facilitée. Une autre question aussi, comment savoir si un édifice est officiellement désacralisé? Et il faut vous rapprocher de la chancellerie de votre évêché. C'est eux qui pourront vous dire ou pas, si elle l'est ou pas, parce que des fois la question se pose effectivement. C'est eux qui ont la réponse. Un représentant de l'association peut-il se déplacer pour présenter le dispositif? Avec plaisir. Voilà, En j'avais fonction. ouais, j'avais d'ailleurs une autre remarque d'une commune tout à l'heure où ils veulent s'engager dans la démarche, mais ils voudraient en fait, avant de s'inscrire et de remplir le petit dossier, avoir une intervention, une explication auprès des membres de la commune. Donc ça, c'est possible, Margot, que vous C'est puissiez aussi vous possible, oui. déplacer. Ouais. Mm. On se déplace avec plus ou moins de rapidité en fonction de où vous êtes. Mais généralement, non, on se déplace avec plaisir. Au contraire, c'est ça aussi la vie du réseau, c'est pas d'être à écran interposé, c'est vraiment pouvoir rencontrer, d'échanger avec les personnes. Sur le sujet de l'automatisation des portes, là, plusieurs remarques. Toujours Sophie Métadier précise qu'il y a aussi ce système-là qui se fait dans les cimetières.
quelquefois. Et une autre remarque, en plus de l'automatisation de la porte en cours de finalisation, mise en place d'un détecteur de présence pour démarrage musique d'ambiance, par exemple. Donc ça, on le voit aussi effectivement dans quelques églises. Écoutez, pour l'instant, j'ai plus de questions-réponses et de remarques. Juste peut-être préciser pour la question de la charte graphique, de l'entente entre nos deux chartes graphiques, il faut quand même préciser si toutefois ce n'est pas la commune Petite Cité de Caractère qui adhère au réseau, que pour apposer le logo Petite Cité de Caractère sur le document qui serait fait dans ce cadre-là, il faudra l'autorisation de la commune qui, elle, adhère et qui, elle seule, peut utiliser le logo. Donc tout ça, il faudra bien y faire attention. Euh, voilà, juste une petite remarque. Mais en fonction des retours qu'on aura aujourd'hui des communes petites et de caractère, on pourra étudier une collaboration plus précise justement pour cadrer tous ces éléments de charte là, parce que c'est quand même un sujet effectivement à prendre en compte. De toute façon, c'est ce qu'on s'était dit pour l'élaboration du document, c'était qu'on allait retravailler le gabarit, enfin, le document en lui-même pour faire un nouveau document en partenariat avec l'Église ouverte. Donc oui, en effet, il faudra bien vérifier qu'il y ait le logo, le côté charté du document. Mais pour l'instant, le gabarit n'est pas encore créé, donc on a encore un peu de temps devant nous. Alors, j'ai plus de questions-réponses pour le moment. On va vous mettre à l'écran donc les coordonnées de Margot. Je vous ai remis les miennes, c'est juste si vous voulez avoir voilà, des informations supplémentaires sur le webinaire. Mais sur le fond de la présentation, c'est plus Margot voilà, qui se tient à votre disposition pour toute question. N'hésitez pas à l'appeler, soit en amont de dépôt d'un dossier, soit pour avoir des compléments d'information. Voilà, donc vous avez bien compris, elle peut se déplacer, elle peut faire des réunions en visioconférence, elle peut vous envoyer plein de documents. Donc voilà. Tout ce que vous voulez. Je tire juste votre attention si vraiment je ne sais pas là qui est derrière les noms forcément, mais s'il y a des personnes qui sont déjà mûres, qui pensaient peut-être déjà adhérer avant ce webinaire ou quoi, j'envoie les cartes touristiques à l'impression en fin janvier. Voilà, je pense peut-être que pour vous, ça c'est pas un élément à prendre en compte, c'est peut-être encore tôt. Mais voilà, nous, ces cartes touristiques, elles sont éditées tous les ans au mois de janvier. Donc si vous voulez être dans celle de 2025, c'est avant le 31 janvier. Mais bon, je sais que ça fait un peu court, là, autant dire que c'est demain. Mais voilà, c'est la seule date. Sinon, on peut adhérer tout au long de l'année. Il y a juste, vous ne serez pas dans la carte touristique. Je vais répondre à toutes les questions sur le dispositif. Donc, le webinaire est enregistré, hein, donc on vous pourra vous donner le support de présentation. Vous pourrez le partager très, très facilement. Et puis voilà, vous avez donc les coordonnées de Margot pour toutes les autres questions. Et puis on verra du coup si ça a engendré des adhésions pour voir voilà, comment nous communiquer aussi sur l'appartenance de certaines de nos communes à ce réseau-là. Et puis bien communiquer voilà, sur nos deux réseaux. Bah, merci beaucoup. Merci de cette présentation, Pauline et Margot. Et puis bah, à suivre du coup. Merci. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. Au revoir, bonne journée.